Des flammes gigantesques en plein milieu de la nuit. Cette vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a été filmée quelques instants seulement après une attaque de drones ukrainiens sur l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, dans la nuit de samedi à dimanche. Une source au sein du renseignement militaire ukrainien a revendiqué la responsabilité de cette attaque, la dernière d'une série de frappes visant les infrastructures pétrolières russes au cours des dernières semaines. Une cible privilégiée par Kiev, qui affirme que l'industrie pétrolière est l'une des principales mannes financières du Kremlin. Située à 800 km au nord de l'Ukraine, la raffinerie de Kirishi est l'un des 3 principaux complexes pétroliers de Russie en termes de production. Elle est exploitée par Surgutneftegas et produit près de 18 millions de tonnes de pétrole brut par an. Selon l'armée ukrainienne, les frappes ont provoqué des explosions et détruit une partie de l'installation. D'après les autorités locales, les débris de 3 drones abattus ont provoqué un incendie qui a été éteint quelques heures plus tard sans faire de victimes ni de blessés. Nouvelle alerte sur le flanc oriental de l'OTAN. Moins de 4 jours après la spectaculaire intrusion dans le ciel polonais de 19 drones russes, un autre pays de l'OTAN, la Roumanie, affirme qu'un appareil sans pilote a violé son espace aérien samedi. Bucarest, sans affirmer directement que le drone était russe, a précisé que l'engin est entré sur son territoire lors d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine voisine. L'armée roumaine a dépêché dans la soirée 2 avions de combat F-16 pour le surveiller pendant au moins 50 minutes. Personne n'a été blessé. Dans le même temps, la Pologne et l'OTAN ont déployé des avions de combat et des hélicoptères pour protéger l'espace aérien polonais en raison d'une nouvelle menace d'attaque de drones en Ukraine. Par mesure de précaution, les autorités ont temporairement fermé l'aéroport de Lublin dans l'est de la Pologne. Alors que Moscou nie avoir ciblé délibérément Varsovie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que l'Occident devrait réagir par des sanctions plus sévères et une coopération plus étroite en matière de défense. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lui affirmé que cette incursion était regrettable et dangereuse. Les tensions militaires dans les Caraïbes continuent de s'intensifier. 5 avions F-35 américains ont atterri ce samedi sur l'ancienne base de Roosevelt Roads à Porto Rico, ainsi que des hélicoptères, des Ospreys et du personnel militaire sur ordre de Donald Trump. Un déploiement qui intervient peu après la visite surprise sur l'île du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth. Au même moment, au Venezuela, le gouvernement de Nicolás Maduro a réagi en organisant une journée d'entraînement massif dans 312 casernes. Des milliers de miliciens ont participé à ces manœuvres. Cette réaction de Caracas a lieu quelques jours après qu'un destroyer américain a intercepté et occupé pendant 8 heures un navire vénézuélien avec 9 pêcheurs dans la zone économique exclusive du Venezuela, selon le ministre des Affaires étrangères Iván Gil. La semaine dernière, l'armée américaine a également tué 11 personnes lors d'une opération contre un navire vénézuélien accusé de trafic de drogue près de Trinité et Tobago. Washington insiste sur le fait qu'il ne cherche pas un changement de régime au Venezuela, même si le président Donald Trump a accusé à plusieurs reprises Nicolás Maduro de diriger des cartels de drogue et a promis une récompense de 50 millions de dollars pour toute information permettant de le capturer. Tsahal a perquisitionné le domicile de l'activiste palestinien et co-réalisateur du documentaire oscarisé Noah Zerland, basé Ladra, dans le sud de la Cisjordanie. Après que 2 civils israéliens ont été blessés par des jets de pierre dans la région, selon l'armée. Le cinéaste a déclaré à The Associated Press qu'avant le raid de l'armée, des colons israéliens avaient attaqué son village d'Atuani, blessant des membres de sa famille. La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont sous occupation militaire israélienne depuis 1967, à la suite de la guerre des 6 jours. Depuis, l'État hébreu a construit plus de 100 colonies, où vivent plus d'un demi-million de colons. L'expansion continue des colonies est considérée comme un obstacle majeur à la création d'un État palestinien souverain aux côtés d'Israël, réclamé par une grande partie de la communauté internationale. Pas d'arrivée ni de podium, la dernière étape du Tour d'Espagne cycliste a été définitivement arrêtée après que des manifestants pro-palestiniens ont envahi le parcours avant le passage des coureurs à Madrid. Loin de l'ambiance festive qui accompagne habituellement l'arrivée du peloton dans la capitale espagnole, la fin de la course s'est déroulée cette année sous haute sécurité.
avec 1500 policiers et 400 membres de la Guardia Civile déployés tout au long du parcours. 153 coureurs sont ainsi bien entrés à Madrid, mais quelques instants plus tard, à 57,6 km de la ligne d'arrivée, ils ont été contraints de mettre le pied à terre, cette fois définitivement. Des centaines de manifestants qui s'opposaient à la participation de l'équipe israélienne Israël Première Tech à l'événement ont renversé des barrières et occupé les routes à plusieurs endroits de la course. Lors d'un événement organisé en Andalousie avant la dernière étape, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a de son côté exprimé son soutien aux manifestants en affirmant que l'admiration et le respect doivent aller aux personnes qui se mobilisent pour des causes justes comme celle de la Palestine et de Gaza. Ces manifestations interviennent alors que l'armée israélienne a lancé une nouvelle incursion dans la ville de Gaza. En raison des turbulences, cette dernière étape reste sans vainqueur. Le cycliste danois Jonas Vingegaard est cependant le grand gagnant du classement général grâce à sa 3e victoire d'étape acquise la veille. La boxe britannique a perdu une de ses légendes. Ricky Hatton a été retrouvé mort à son domicile à Manchester. La police a déclaré que son décès n'était pas considéré comme suspect. Âgé de 46 ans, l'ancien champion du monde des poids légers et des poids welters était l'un des boxeurs les plus populaires de l'histoire britannique. Hatton s'était retiré des rings en 2012 après 45 victoires et 3 défaites. La nouvelle intervient 2 mois après avoir annoncé qu'il ferait son retour à la boxe en décembre. La réduction de l'aide étrangère empêche les Nations Unies de soutenir tous les rapatriés afghans vulnérables. Rien que cette année, 2 millions d'Afghans sont rentrés dans leur pays depuis l'Iran et le Pakistan voisins. 2 pays qui ont récemment intensifié leur retour, voire leur expulsion forcée. Ces rapatriements massifs mettent à rude épreuve une aide humanitaire déjà très sollicitée dans ce pays récemment frappé par un séisme particulièrement meurtrier. We had to make quite difficult decision to deprioritize when we have so much needs in the country, and this is even before the earthquake and the large returns that we did not foresee from both Iran and Pakistan. So it's a quite serious situation. For example, in terms of the returns, when in 2023, when we had about 1 million people who returned from Pakistan, we were able to assist almost everyone with immediate assistance. Now, we can barely assist 20 to 30% of people who meet the vulnerability criteria. De nombreux Afghans rentrent dans leur pays complètement démunis et ont besoin urgemment d'un abri et d'un emploi pour reconstruire leur vie. La situation est particulièrement difficile pour les femmes, dont les droits sont de plus en plus restreints par les talibans. Le choc culturel peut être brutal pour les jeunes Afghanes qui ont bénéficié d'une éducation scolaire durant leur séjour à l'étranger. So those are big, huge challenges they face, especially for female. This is very, very concerning, and especially those who are returning from Iran, because you'll see that those female girls returning from Iran, they're quite educated, and they're exposed to more open society where they used to go to school, they had jobs, they had good university background and all that. So when they return, it's very anxious, very uncertain, and adapting to an Afghan society where you have no freedom for work and education is a huge challenge that they must adapt to. Sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis ont réduit de plus de 1,7 milliard de dollars leur aide à l'Afghanistan cette année, obligeant une 50aine d'agences à suspendre partiellement ou totalement leurs activités. D'après l'ONU, cette réduction de l'aide pourrait condamner à mort des millions de personnes. Rentrer ou rester, tel est le dilemme des Syriens installés en Europe. Suite à la chute du régime de Bachar el-Assad fin 2024, 159 Syriens sont retournés volontairement en Syrie depuis la Belgique, selon l'Agence fédérale belge pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Originaire d'Idlib, Ahmad a fui au Liban en 2012 après avoir été emprisonné et torturé pour avoir participé aux manifestations contre le régime bassiste. Installé en Belgique depuis 9 ans, le belgo-syrien travaille aujourd'hui dans le secteur informatique à Gand. Il envisage de retourner en Syrie d'ici 2 ou 3 ans pour contribuer à la reconstruction du pays et promouvoir la démocratie via son association. I would like to publish the democracy in the Middle East, and especially like in Syria. It's my country. It was already my dream since the start of the revolution. Aïcha a fui la Syrie en 2011 avec sa famille alors qu'elle n'avait que 13 ans car son père avait pris part aux manifestations contre le régime. Après être restée 7 ans en Turquie, elle arrive à Anvers grâce à la réunification familiale. L'étudiante en communication envisage de visiter la Syrie mais exclut tout retour définitif à cause de l'insécurité et faute de perspectives économiques. Tout recommencer à zéro pour la 3e fois après avoir déjà tout perdu la décourage également au retour. How are you expecting a place who have been in war for 14 years to be safe for people? It's not even like life there is not stable. There is no job, there's no work, there's nothing. And some people have literally sold everything they had to be here. I know friends who sold their homes and cars and everything they had so they have the money to come to Europe. Les Syriens ont déposé moins de demandes d'asile dans des pays de l'UE cette année suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Ils ne représentent plus la première nationalité des demandeurs d'asile dans l'UE, devancés par les Vénézuéliens et les Afghans. Toutefois, certaines catégories de Syriens font toujours face à des risques de persécution, prévient l'agence.